Ce qui permet de commencer directement par du concret dans CSS3. J'ai articulé en fait sur différents, on va dire, en gros, 4 points. Le premier point qui est un point plus de code dur, qui va être le responsive web design avec les media queries et les sélecteurs CSS. Donc, je ne vais pas faire la liste de tous les sélecteurs CSS qui existent, en l'occurrence les sélecteurs CSS3 qui ont été rajoutés. Un autre bloc était plus un bloc d'affichage, en fait, de mise en page du contenu, qui était un bloc avec tout ce qui va être les bordures arrondies, les ombres, etc. Machin. Et un dernier bloc qui était le bloc sur les web fonts. Le troisième bloc sur les web fonts. Il faut justement voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut apporter des polices de caractères en fait, qui soient plus riches que les principales qu'on avait avant sur Internet, qui étaient extrêmement limitées, qui étaient celles qui s'adaptaient à tous les ordinateurs, sans forcément passer par un générateur d'images, pour avoir ces fonds personnalisés. Et après, suivant le temps qui nous reste, ça nous amuse un petit peu en fait avec les animations, CSS3. Donc directement, comme je l'ai fait en fait, le temps que vous attendiez que la formation commence, dans une sandbox, donc pour faire justement des choses que je disais plus gadgets que réellement concrètes, mais qui en fait peuvent très bien s'appliquer en fait sur les différents projets que vous pouvez avoir, par des petites animations d'icônes ou des choses de ce genre. Ce qui fait commencer effectivement par ce qui pour moi a été le principal apport du CSS3, l'apport je pense le plus intéressant, le plus important justement dans une logique justement de gestion du contenu, de communication, qui est le responsive web design, qui permet de pouvoir mettre en place sur un site unique une interface dédiée au mobile, une interface dédiée aux tablettes, à n'importe quelle résolution en fait sélectionnée dans notre requête. Le but, comme dit, c'est de sortir du système où avant, pour pouvoir avoir des mises en page différentes, il fallait mettre un site différencié en place, donc avec un code brut différent, pour avoir quelque chose de plus flexible, de plus léger aussi au passage, et surtout quelque chose d'évolutif. C'est intéressant pour des mobiles, c'est intéressant pour des tablettes, c'est intéressant pour les différentes personnes. Quand elles sont sur Internet, qu'elles décident de copier par exemple un contenu d'un site web, qu'elles sont en train d'essayer de regarder des tableaux en temps d'être sur un tableur ou autre, de pouvoir réduire la taille de la fenêtre et d'avoir quelque chose de lisible, de compréhensible et de mis en page correctement. Alors ça peut se mettre en place de deux manières. Donc soit directement en CSS pur, dans le fichier CSS, donc avec le média screen, avec le média avec l'annonce du média en question et à côté les contraintes qu'on met en place, ou directement dans le lien vers la feuille CSS qu'on peut trouver dans le code HTML. Il faut faire attention en fait avec la déclaration en CSS pur, parce que ça peut donner des fichiers CSS qui sont très lourds, très imposants. On ne peut pas faire par exemple d'import dans une déclaration média. C'est-à-dire que le @import qu'on peut faire pour importer par une nouvelle feuille de style, on ne peut pas l'intégrer directement dans la balise média. Par contre, on peut intégrer aujourd'hui dans la balise import la déclaration des contraintes à partir duquel le fichier peut être importé. Après, je n'en ai pas parlé ici dans la slide parce que finalement, import est plus longue à charger en général dans le CSS. Il y a toutes les statistiques de performance web, donc c'est en général plus court d'avoir soit un fichier unique au niveau du temps de chargement, même si à l'entretien ça peut être un peu compliqué de chercher toutes les lignes les unes après les autres, soit avoir un lien HTML. L'intérêt que moi je vois en fait dans la déclaration d'un fichier unique, c'est que ça permet de faire en fait la technique du mobile first. Donc c'est la logique de mettre en place un code CSS minimaliste en fait, pour pouvoir le mettre sur les terminaux mobiles, pour ne pas changer les images, pour ne pas changer les contenus, etc. Et d'avoir au fur et à mesure l'ajout des informations supplémentaires qui vont être mises sur la tablette, puis sur le desktop, etc. Depuis avant, je parle comme dit de passage de mobile à des interfaces plus desktop. En fait, le screen qu'on retrouve juste après le média, on peut le mettre en fait, plus ou moins n'importe quel type de média internet. Screen pour les écrans. Alors aujourd'hui, ça va comme dit, du mobile jusqu'au desktop. Handheld, qui était avant le nom spécifique pour les mobiles, finalement aujourd'hui est de moins en moins supporté par les terminaux mobiles. On peut très bien mettre Media Print pour avoir une feuille CSS spécifique à l'impression. Par exemple, si on voudrait imprimer cette page, on pourrait définir dans le Media Print qu'on supprime la colonne de gauche, qu'on ne l'imprime pas du tout, parce que finalement, sur une feuille, on s'en fiche d'avoir le menu. On peut, dans le Media Print, définir des formats par rapport à la page, par rapport à une page A4, donc des formats relatifs aux marges.
Et on a d'autres médias qui existent, notamment Projector, par exemple, pour faire des slides, qui s'affichent différemment entre la vue sur un écran d'ordinateur et les slides qui vont être projetés par un projecteur. Le problème, c'est que ça reste toujours dépendant du matériel. Si le matériel en lui-même ne prévoit pas de changer le média qui va être détecté par le navigateur, finalement, on aura beau préparer un fichier projecteur, si le navigateur ne prévoit pas de dire que quand il est relié à un projecteur d'ordinateur, quand il est relié à un projecteur, que c'est un projecteur, il va afficher une page web. Donc il faut quand même toujours prévoir une version minimale en string qui comporte, on va dire, le minimum accessible du contenu. À côté des contraintes, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc ici, en l'occurrence, ce sont des largeurs. C'est par rapport à des largeurs de fenêtres. Alors là, je dis dans le pixel pour qu'il soit relatif à une résolution. Ça pourrait être en EM, donc dans une unité relative, donc de taille de contenu. Ça pourrait être pixel en EM, pixel en EM, il y en a une troisième. Que personne n'utilise jamais, qui est en champ, merci. Que personne n'utilise jamais à part pour les types. Voilà. Et encore. Voilà. Ça peut être une largeur, ça peut être une hauteur, ça peut être une orientation. Par exemple, sur un terminal mobile ou sur une tablette, on peut définir un code CSS quand la tablette est en orientation portrait ou quand elle est en paysage. On peut définir aussi ça par rapport à un ratio d'aspect. Si on projette sur une télé, par exemple, on peut définir un CSS spécifique à du 16/9 et un autre à du 4/3. Donc voilà, on peut aller très loin dans les contraintes qu'on va mettre en place. Et on peut mettre différentes contraintes. C'est-à-dire que là, ici, on n'est qu'une seule, qui est si le média est donc un écran et que la largeur minimum est 220 pixels, j'aurais très bien pu rajouter avec donc n d'à côté, on rouvre les parenthèses, enfin on remet entre parenthèses max width avec autre chose, 1600 par exemple. Alors, de la bande de 1200 à 1600. On peut rajouter l'orientation, etc. Il n'y a pas de limite dans le nombre de contraintes qu'on va mettre en place sur la balise légale. Donc voilà. Est-ce que c'est des questions par rapport à ça? Non, par rapport à... Vous avez déjà utilisé cette balise, enfin sa déclaration, pas du tout? Au début, je dénonce, c'est génial. Après, la question qui se pose souvent par rapport à ça, c'est la question des points de rupture. Effectivement, la question qui se pose dans quasiment tous les projets, c'est en fait où est-ce qu'on va mettre en place une rupture entre la tablette et le mobile, ou entre tel affichage ou tel autre. Il n'y a pas de vérité vraie, j'ai envie de dire, sur cette question-là, malheureusement. En fait, ça dépend ça va dépendre principalement de l'architecture et de l'arboration du site, de la grille qu'on va choisir, de la densité des contenus. Par rapport à une colonne de contenu, il y a un site qui a très bien fait ça, qui est le site du Smashing Magazine, qui justement, au lieu de réfléchir en termes de, comme beaucoup de sites le font, en termes de quelle va être la moyenne des résolutions mobiles, la moyenne des résolutions tablettes, etc., ils ont réfléchi en termes de contenu. J'ai un menu qui doit faire telle taille pour que ça reste affiché en taille correcte. J'ai un contenu où on veut que le contenu principal soit, on va dire, agréable à l'œil. Donc du 85 à 90 caractères par ligne. J'ai des pubs à côté qu'il faut que j'intègre, et les pubs, c'est des formats qui sont standardisés. Donc ils ont réfléchi à ce moment-là, si on additionne tous ces contenus les uns après les autres à partir des tailles de caractères, combien ça va faire en place. Et au lieu de réfléchir en termes de terminal, ils ont réfléchi en termes de contenu, ce qui est assez intéressant en soi. Et ce qui a donné en fait un responsive un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc c'est un site de web designer, vous l'avez compris. Mais voilà, alors là on est sur une interface assez faible. Finalement, là où sur un écran 26 pouces, on aurait le menu, donc en haut à gauche, est beaucoup plus développé avec les sous-menus. Ici on a moins de place, donc on économise. La pub était impératif à fonctionner la boîte, donc les publicités sont mis en place. On a du texte qui est juste, on va dire, à la bonne largeur, qui est quelque chose qui doit être entre 50 et 70 caractères. Et on a le menu qui, au lieu d'être sur le côté, va être totalement bouleversé et mis en haut. Donc voilà l'exemple typique de voilà comment on peut transformer par des balises, justement, enfin par des attributs médias, la mise en page. On va encore avoir moins de place si on réduit la fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait? On vire la pub. Et on remet le menu sur la gauche avec le menu développé sur la gauche et le menu rapide. Pareil, plus on va réduire, on va totalement enlever le menu. En fait, on va aux choses primordiales pour le contenu. Donc c'est ça l'intérêt des balises médias.
Et l'intérêt, c'est qu'on met à jour le contenu qu'une seule fois. C'est-à-dire que vu qu'on n'a qu'un seul moteur de contenu, finalement on n'a qu'une seule page, il n'y a pas de rechangement de page nécessaire entre les différentes architectures. On a juste besoin de déplacer la fenêtre. Voilà, l'intérêt de la liste de données. Ce qui donne, donc j'ai un exemple un peu plus pourri, vous excuserez, mais c'est pas aussi travaillé que ce machine. Et c'est l'idée de pouvoir déplacer des blocs en fait, sur un tête de la fenêtre. Ici on a moins de place pour mettre un bloc d'un côté de l'autre. On va les déplacer. Et pour montrer qu'on peut rentrer sur n'importe quelle propriété CSS et changer de couleur en l'occurrence. Voilà. Ce qui donne un code qui est le code initial qui est ici. Donc en l'occurrence c'est une liste qui a été mise en place. Box sizing, on va le voir par la suite, mais en gros c'est une liste qui a été faite en line block pour avoir la liste l'une à côté de l'autre et pas l'une en dessous de l'autre. Et à cette liste-là, ici donc en jaune avec le line block, etc., on va, s'il n'y a pas assez de place sur l'écran, faire sauter le line block pour revenir sur le display block habituel de liste, avec les choses qui vont s'empiler les unes sous les autres. Voilà. Et donc ce qui se passe ici en fait. Voilà. Des questions par rapport à ça? Faut pas hésiter à me couper en fait, parce que je parle. Mais si vous avez des remarques, des questions, si vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, faut pas hésiter. Voilà. Donc ce qui va vous amener, donc ça c'est pour les médias, au sélecteur CSS. L'autre grosse nouveauté, hors aspect visuel qui a été mis en place, c'est le nouveau sélecteur CSS qui permet d'avoir un moteur beaucoup plus puissant en termes de réflexion sur l'automatisme qu'on peut mettre en place, par exemple sur des tableaux, avec une ligne colorée sur deux, sans passer forcément par du JavaScript. Donc le premier sélecteur, qui est le sélecteur que je n'ai jamais compris l'intérêt, parce que finalement ça revient à taper HTML, mais c'est route qui permet en fait d'accéder à l'élément top of the top, l'élément parent des parents des parents des parents des parents, qui, oui. Ça a un intérêt quand tu utilises d'autres langages, par exemple pour SVG, l'élément de base et du coup SVG. Si tu veux la même feuille de style sur plusieurs types de balises, tu peux avoir un seul sélecteur. Voilà, je fais pas de SVG. Effectivement, mais d'accord. Ok. Bah en fait en HTML, effectivement, donc ça représente HTML. Effectivement, c'est pas la donnée la plus intéressante qui soit en soi pour du HTML, mais bon, ça, effectivement pour d'autres langages. Moi j'avais pensé au XML aussi. Enfin le XML en général en fait, où ça reste à envoyer dessus. Mais oui, c'est vrai que le SVG c'est du XML. C'est un jour que je vais mettre ça en écran. Voilà, donc on prend ces éléments HTML. Les choses sont vraiment intéressantes en fait, comment on se crée avec le fait de pouvoir mettre en place des suites mathématiques. Donc, notamment dans les tableaux ou dans les principes de style récurrent, on peut aujourd'hui avoir des outils qui permettent de justement avoir des solutions automatiques sans forcément devoir appeler chaque élément avec une classe différente qui va avoir un style différent. Donc ça a été le cas ici, donc, où avec ensChild, on va attaquer en fait, on va donner des styles aux différents éléments suivant leur position dans la liste des enfants d'un élément. Donc, on a mis en place un code donc, avec des divs et des paragraphes, donc un peu aléatoirement. Et ici, le but était d'en colorier une sur deux en bleu et une sur deux en gris. Ce qui donne un code qui est extrêmement court, finalement, qui, sans devoir passer par un automatisme JavaScript en mettant une classe une fois sur deux qui va être la classe 1 et d'autres fois la classe 2, de mettre en place automatiquement un traitement pour les lignes paires, enfin pour les balises paires et pour les balises impaires. Quel que soit leur style ici, enfin quel que soit leur élément, que ce soit un paragraphe ou un div. En fait, ce qu'on met en place, c'est les deux dernières lignes, c'est qu'on va demander tous les enfants pairs qui sont dans le test et tous les enfants pairs qui sont dans les mêmes. Ici, en fait, le ensChild n'est pas directement collé à test. Parce qu'en fait, on ne demande pas, si on est collé à test, on ne demandait pas les enfants de l'élément identifié test, mais on prenait l'élément identifié test et tous les enfants qui sont sur le même niveau que lui. C'est pour ça qu'il faut bien le détacher en fait, de l'élément parent. Et si on avait simplement ici mis p enschild odd et div enschild odd, ça aurait marché aussi. En fait, automatiquement, quand on appelle enschild, les enfants qui sont sur le même niveau de la balise, et pas les enfants de la balise. Donc voilà, et là par exemple, on met tout et n'importe quoi.
L'autre chose qui existe similaire, c'est ends of type. La différence, c'est que là, on ne va pas seulement prendre l'ensemble des balises qui sont sur le même niveau, mais en fin de compte, on va prendre toutes les mêmes balises, enfin les balises de même type qui sont sur le même niveau. Donc ici, effectivement, on travaille sur des frères, et on repart sur le même, c'est exactement le même code, hein, donc on a des div, des p, div, p. Et le but ici, c'était de mettre les divs une fois sur deux en gris, une fois sur deux en bleu, et j'ai mis les p en vert pour leur montrer qu'ils ne sont pas du tout dans le calcul. Donc j'ai déclaré l'ensemble du tableau en vert tout de suite, et les divs après, pour pouvoir justement montrer comment ça va s'articuler. Et on voit bien qu'ici, il compte bien les divs, premier div en gris, deuxième en bleu, troisième en gris, sans du tout compter les paragraphes. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser par exemple pour un tableau, où on peut définir par exemple une suite entre une couleur grise, une couleur blanche, etc. pour les mi-tableaux, pour les différencier. Et si régulièrement on appelle de nouveau le TID, donc l'entête du tableau régulièrement, si jamais on a beaucoup de lignes, ça permet de pouvoir justement le chanter. Donc on ne s'occupe que des éléments qui sont éthéres. Vous me suivez, ça va? J'ai l'impression de parler chinois. Mais pourtant, je trouve ça plus long, quand on parle à voix haute, ça te donne un résultat qui donne un peu l'impression de faire du chinois. Ici, le premier, j'ai mis en place odd et even pour pair et impair. Mais comme je disais avant, on est sur une logique de suite mathématique. Donc, en fin de compte, on est sur la logique, d'où le n entre parenthèses et puis avant, de pouvoir mettre ici du pair et du impair. Donc 2n plus 1 pour faire tous les chiffres impairs, et 2n pour tous les chiffres pairs. La logique, c'est de se dire que CSS va appeler à la place du n le numéro, enfin de 0 à l'infini, les uns après les autres, pour pouvoir mettre en place du string. Donc la première ligne d'appelée, ça va être 0, toujours en informatique. Donc ici, ça va être 2 fois 0, 0 plus 1, c'est la ligne 1. La ligne 2, ce sera 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Donc ça va être la ligne 3 qui va donner le congrès, etc., etc. Alors que pour le pair, ça va être ça, donc 2 fois 0, 0. Et ça va correspondre à une ligne. Et ensuite la deuxième, donc 2 fois 1, 2, etc. Qui vont permettre justement de coloriser toutes les lignes paires. Donc on va mettre en place n'importe quelle suite mathématique. C'est-à-dire qu'on va faire du moins 2n plus 5 pour pouvoir, par exemple, avoir seulement une ligne qui soit mise en place, non, deux lignes qui seraient mises en place, qui serait la 3 et la 1. C'est ça, la 3 et la 1. On a la 4, donc ça coloriserait la 3 et la 1. Voilà, on peut mettre en fait, on peut réellement mettre un ensemble de suites en fait, mathématiques qui permet par exemple de faire soit du premier au dernier un ensemble logique, soit seulement par exemple les 3 premières, et on arrête après. Les autres sélecteurs qui existent, qui sont assez intéressants, c'est first et last chain, qui permettent en fait de toucher directement le premier élément et le dernier élément d'une suite de balises au sein d'un paravent. Ici, on est toujours sur le même code HTML, on va faire du boxon, et on met en place la première ligne en gris et la dernière ligne en bleu. On voit bien ici, en fait, vu qu'on n'a pas défini devant le first chain, donc à ce niveau-là, vu qu'on n'a pas défini de balise, en fait, il s'attaque à tout le tableau en entier, sans forcément réfléchir à est-ce que c'est des divs ou est-ce que c'est des paragraphes. Si on avait dit par exemple P, 2 points first child et P sélecteur last child, il aurait mis en gris la ligne ici et en bleu la ligne paragraphe. Avec les divs, il y a gris et bleu ici. Donc on peut sélectionner soit des balises, soit simplement en déclarant le sélecteur, et à ce niveau-là, finalement, il s'attaque à tous les enfants de l'élément paragraphe. La même logique existe avec le off-type, où là concrètement, ce que je veux dire totalement plus monstrueuse, c'est que là concrètement, si on met off-type, effectivement, si on met div avec le first off-type, on aurait eu à ce moment-là les divs sélectionnés du premier au dernier, et P avec le last off-type, on aurait eu le dernier qui est sélectionné. Pourquoi j'ai pas le ça marche pour, encore une fois, tout.
Et même si les paragraphes ou les livres ne sont pas sous la même forme display, c'est-à-dire que certains sont en inline, d'autres sont en bloc ou autre, en fait CSS ne le calcule pas dans la balance. Quel que soit finalement ce qu'on a déclaré pour les différents éléments, il est point. C'est très pratique, moi je trouve, pour les listes, notamment ça permet de pouvoir cibler directement soit des éléments dans la liste, soit un élément précis. Par exemple, dans une liste, on n'a pas toujours envie de les nommer les unes après les autres, chaque élément de la liste avec une classe particulière. Mais on sait que dans le code, le premier élément de la liste, ça va donner nom, le deuxième élément de la liste, un prénom, le troisième, un sexe, le quatrième, un âge. On peut directement mettre ici, avec ends of child, qui est là, end of type, pardon, le fait que le li avec ends of type 1 va avoir un icône qui représente le nom de famille, par exemple. Et donc automatiquement, vu qu'on n'a pas de n mais qu'on a juste le 1, ça va concerner uniquement la première ligne. Donc vous comprenez bien que ends of type, ça revient finalement à first of type. Donc on peut le faire pour n'importe quel élément de la liste. La seule chose, c'est que contrairement à une classe directement mise dans la balise de liste, ça demandera plus de temps à CSS, dans le processeur de réfléchir, enfin dans le processeur CSS de réfléchir justement à quel style correspond à quel élément, que ça est directement une classe. Voilà, donc ça demande donc sur des très grosses architectures, faire attention parce que ça peut augmenter le temps de chargement. Après c'est minime, mais ça peut le faire. Alors qu'effectivement une classe directement, c'est toujours plus rapide. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on va forcément presser la tête, notamment dans les scripts automatisés, de devoir nommer chaque élément de liste. Ça, on l'a vu, donc on a la même chose avec first of type, class of type. Target. Target qui est un sélecteur qui permet en fait de modifier le style d'une balise quand elle est appelée en target d'un lien. Donc en fait, quand on a une encre nommée dans un lien, par exemple, on va aller directement au div test 5. Donc on met en place un lien vers test 5. Quand l'URL va comporter le dièse test 5, on va avoir un changement en fait, de la forme du bloc en question. Alors, ça va être au clic d'un lien ou directement à l'écriture de l'encre test 5 dans l'URL. Mais ça permet en fait d'avoir des styles différenciés, par exemple, pour mettre en forme différemment le paragraphe recherché. Par exemple, sur Wikipédia, quand on va directement à un paragraphe donné dans l'arborescence, on pourrait par exemple mettre en place le paragraphe recherché. Logiquement, c'est le contenu qui est recherché par l'utilisateur, en tout cas vers lequel il faut accéder, mettre un fond différencié pour bien comprendre que c'est ce contenu-là et les limites du contenu en question. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles. Donc on va bien dans la différence. Là, il est en gras vu qu'on a l'encre test 5. On va revenir dessus. Voilà. Là, il est finalement en épaisseur normale de caractère. Il n'y a pas ça. Voilà, donc c'est l'intérêt de Target. Ok, ensuite, l'autre attribut qui existe, qui est langue. Alors langue en fait permet de pouvoir sélectionner, mettre en place un style différent sur les balises selon la langue qui leur a été attribuée. Alors logiquement en HTML5, aujourd'hui on définit en fait un attribut langue à la balise HTML de base au démarrage du site. Enfin au démarrage, la première ligne du code, vu que la première c'est noté. En fait, cette balise-là, enfin cet attribut-là, l'attribut de langue, est automatiquement hérité par toutes les balises qui découlent dans HTML. Sauf si on met en place un attribut contraire. Donc ici j'ai mis en place 4 paragraphes. Donc le paragraphe qui explique ce que c'est langue, et un paragraphe qui dit bonjour, hello et en mettant chaque fois leur langue qui correspond et le paragraphe de description sans indication de la langue. En CSS, j'ai mis en place un code spécifique qui met en place un contenu avant le paragraphe. En l'occurrence, on attend ici le nom de la langue. Ça peut être un icône, ça peut être par exemple sur un lien qui renvoie vers un site en anglais. Si on met langue égale EN, on peut être par exemple comme utilisateur qu'un petit drapeau anglais pour préciser que finalement ce qui va lire ne sera pas en français. Voilà, c'est des choses qui sont envisageables. Donc ici, j'ai ajouté avant le paragraphe, d'où le before, le contenu français, ou allemand, ou anglais. Et donc on voit que quand je déclare langue égale FR, j'ai français, langue égale DE, j'ai allemand, et EN, j'ai anglais. On voit aussi que même quand on ne déclare pas,
On a donc l'indication de l'attribut du parent, ici HTML, qui est directement hérité sur l'enfance. Donc, c'est utile, ouais, comme dit, moi l'usage, je le vois très régulièrement, comme dit, c'est sur les liens, c'est pour pouvoir justement expliquer dans quel langue va être le contenu sur lequel on va accéder, ou sur des questions de site multilingue, on peut justement pouvoir afficher ou pas, selon la langue de la page, un bloc plutôt qu'un autre. Au niveau des sélecteurs, on a aussi des sélecteurs qui vont être relatifs à des formulaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut donner un style différent aux formulaires selon leur état. Donc ici, j'ai mis deux formulaires texte, ça aurait pu être texte, ça aurait pu être number, ça aurait pu être password, ça aurait pu être mail, ça aurait pu être plein de choses, des champs textuels en tout cas, et des checkbox. Alors les checkbox ici, petite précision quand même, sont difficilement stylables dans CSS. Par exemple, sur Mozilla Mac, en tout cas, enfin sur Firefox Mac en tout cas, je ne sais pas sur Windows, on ne peut pas styler les checkbox. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par des systèmes un peu détournés, où on cache la checkbox et on met en place un label par-dessus qui va avoir lui une forme avec un symbole cliqué dedans, etc. On ne peut pas checker directement, enfin, on ne peut pas styler directement la checkbox sans passer par du JavaScript en fait. Donc, toi tu sais du JavaScript, c'est pour ça que je te reviens là-dessus. Mais, oui, ou alors la méthode de mettre une image par-dessus. Oui, c'est ça. Mettre un background en fait, qui va changer selon le statut du truc, mais je trouve que c'est pas très. Enfin, les images ont un peu du mal avec, personnellement, en tant que formulaire. Ok, on peut définir différents en fait, statuts à un formulaire, donc ça c'est du HTML, on peut le désactiver dès le départ, donc avec disable, on peut le mettre checké dès le départ, ça aurait été une select box, on peut mettre selected pour une option qu'on voulait être selected depuis le départ, etc. Nous on peut le récupérer derrière au CSS, donc en mettant en place un style particulier. Donc ici normalement, de base, l'input est avec un border black. Ici on voit bien qu'avec enable, on peut directement voir le rebord en vert. Disable, vous voyez ici. Et focus permet de pouvoir donner un style particulier quand on est sur, enfin quand on est en focus, finalement sur les lignes. Par exemple ici, quand on en clique, ça devient bleu. Voilà. Ça permet de pouvoir justement mettre en place des styles différents, en fait, selon si l'utilisateur est dedans ou pas, pour lui faire comprendre justement où il est et qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a d'autres éléments qui arrivent tout doucement, mais qui ne sont pas toujours bien implémentés, qui sont des éléments par rapport au statut du formulaire. Aujourd'hui, on peut avoir une validation directement par l'explorateur du formulaire, donc avec la mise en erreur du formulaire au moment où il est coché, enfin, au moment où il est validé, sans même passer par du JavaScript, selon des regex indiqués directement dans le HTML. On peut mettre en place un style différent avec par exemple une bordure rouge et l'affichage d'un paragraphe à côté qui dit erreur. L'affiche du paragraphe à côté, c'est pas très compliqué en ce que j'ai fait sur la checkbox, où ici les deux sont affichés, un en vert quand il est checké, un en rouge quand il n'est pas checké. Quand je clique, c'est super fluide. Et surtout, ici en fait, si j'ai un robot qui va analyser la page, le checked ou non checked, le robot ne le verra jamais. C'est-à-dire que vu que c'est ajouté en fait en contenu CSS, ce n'est pas du contenu qui est dans le HTML. Ce qui se retrouve quand on va par exemple surligner toute la page, comme on le voit, le contenu n'est pas surligné ici. Parce qu'il n'est pas accessible à l'utilisateur. C'est du style. Pareil ici pour les langues, vu que c'est du contenu ajouté directement dans CSS, il n'est pas accessible à l'utilisateur. Ce qui fait qu'il ne peut pas le copier-coller. Je peux passer au-dessus et je ne peux pas faire une réaction. C'est du pur style. Donc voilà. Ici on voit que le plus en fait, on peut mettre en relation un état de formulaire, par exemple, un état par rapport au sélecteur, avec une valise à côté. Et comme je disais, j'aurais pu par exemple afficher ici s'il était en 2 points error, pour avoir le rendu de l'erreur sur un HTML. J'aurais pu très bien avoir un paragraphe, un span qui existe à côté du formulaire qui est vide en permanence. Ce qui fait que finalement, quand un robot va passer, il va ni voir le texte en erreur, il va ni voir le texte en avertissement, il va ni voir le texte en réussite. Mais quand l'utilisateur va déclencher l'action, finalement le texte va se mettre en place en CSS. Et ça permet justement de s'affranchir du JavaScript.
Même si aujourd'hui JavaScript est supporté par tout le monde, les personnes qui s'activent JavaScript. Si on est passé en dessous des 1% d'utilisateurs. Et même à Strasbourg qui active JavaScript. Donc voilà. Autres sélecteurs qui existent, qui sont super utiles pour faire des lettrines, par exemple, c'est FirstLine. Donc FirstLine et FirstLetter. FirstLine qui permet de sélectionner la première ligne d'un élément. Alors ces premières lignes au sens extrêmement large. C'est-à-dire, ici c'est la première ligne jusqu'à l'élément BR qui retourne à la ligne. Ça peut être la première ligne sur un gros élément de contenu, sur un gros paragraphe de texte, simplement la première ligne affichée. C'est-à-dire qu'elle va être finalement responsive selon la taille de l'écran et selon le nombre de caractères qui est affiché dans la colonne. Donc c'est première ligne au sens première ligne qui est affichée à l'écran, et pas forcément première ligne réfléchie par l'utilisateur jusqu'au premier BR ou jusqu'à la taille par exemple. FirstLetter, ça permet d'avoir un style défini pour la première lettre de l'élément en question. C'est là où je parlais des trims. C'est que vu qu'on peut mettre en place une première lettre, enfin un code spécifique à la première lettre, que la première lettre, qui est normalement un élément en ligne, enfin, c'est l'élément en ligne absolue, c'est une lettre, on peut lui donner en fait, finalement un display de points bloc, donc définir un bloc indépendant d'une ligne, ou en l'occurrence pour de la lettrine du inline block, donc qui reste dans la ligne, mais qui puisse avoir finalement une taille différente, et mettre en place soit avec du positionnement absolu, soit avec du flottement, finalement mettre en place la lettre en lettrine sur plusieurs lignes. Ce qui est assez intéressant et ce qui va permettre jusqu'à l'arrivée de CSS4 des vraies lettrines de pouvoir fonctionner correctement. Donc voilà. Et on peut afficher encore une fois, on peut donner n'importe quelle caractéristique à une FirstLine ou à une FirstLetter. Alors before et after, on les a un petit peu vus déjà. Ici, j'ai mis en place une liste où j'ai simplement mis un vélo, un appareil photo, un chat. Et finalement, le texte étant le même pour l'ensemble des trois lignes, ne voulant pas rentrer dans le logique de référencement, parce que finalement, effectivement, c'est un texte auquel le moteur de recherche n'aura pas accès, finalement, je l'ai mis directement en contenu CSS, pour montrer qu'on peut, en fait, en before ou en after, donc avant le contenu ou après le contenu, pouvoir mettre du contenu, alors textuel, comme c'est le cas ici. Ça peut être des images spécifiques. Je parlais avant du petit drapeau qu'on peut mettre par rapport à un lien et sa langue, etc. Et aujourd'hui, avec les polices d'icônes, c'est aussi par exemple pouvoir intégrer des caractères Unicode, enfin en hexadécimal, directement dans le contenu, pour pouvoir justement mettre en place des polices particulières comme on peut les avoir sur fond de Tello, avec des polices d'icônes. Juste, before et after réagissent pareil sur les autres navigateurs. Genre c'est Firefox qui l'interprète comme ça. Ah non, ça réagit pareil pour tous les navigateurs. Alors je ne mettrai pas un P pour IE avant 9, mais pour tous les navigateurs, ça a ce fonctionnement-là. C'est qu'avant le contenu, on va intégrer un style particulier. Alors là, j'ai mis du contenu en tête. Ça peut être simplement le fait, par exemple, de mettre avant le contenu un background particulier. C'est-à-dire que par exemple, on a un lien titre, un H1 de titre. On peut vouloir mettre en place un icône au-dessus du titre en question. Cette icône-là n'a pas de rapport sémantique avec le contenu, donc dans une logique de référencement et de séparation du contenu et de la forme, on ne va pas mettre ça en forme d'image dans le HTML. On choisit de mettre en background. Donc soit on met en place un H1 avec un padding top relativement énorme pour pouvoir mettre en place l'icône en background et en la mettant en top center par exemple. C'est clair ou pas? D'accord. Et soit on fait ça, et elle est directement intégrée dans le H1, soit on définit que le H1 est un before, dans lequel on lui donne un display en fait bloc, c'est un bloc qu'on va mettre avant le bloc de titre, dans lequel on va mettre un background spécifique et qui va avoir des caractéristiques spécifiques. D'accord, parce que j'avais vu que Firefox comptait les espaces blancs dans les éléments enfants. Du coup, ça, on va y venir après, mais en fait, il y a des moyens. En fait, c'est le box sizing aujourd'hui. Finalement, on peut. Enfin, il y a deux types de paragraphes. On va y venir. Dans les problématiques de Firefox par rapport aux navigateurs, il y a la problématique de compter dans les blocs les marges intérieures avec le contenu ou pas. Et ça, on peut lui dire de ne pas les compter dedans. Et ensuite, la problématique que je vois pour moi avec les espaces blancs, en général, c'est la problématique du inline doc. On a systématiquement l'espace au milieu, par exemple, qui se met en place,
Et là, il y a des petits hacks qui existent. On va par exemple donner une fonte size 2.0. Enfin non, c'est pas vraiment possible, mais 1 pixel par exemple. Ou ouais, non, 0. Si 0, c'est possible, 0 pixel. 0 pixel pour pouvoir justement avoir un espace, même s'il existe, qui finalement n'a pas de taille. D'accord. En fait, c'est ça. Mais en général, les gens le font justement le before avec le 0 pixel. Moi, je l'ai vu justement pour sauter justement ce problème du inline block qui est souvent assez marqué, assez présent. C'est vrai que je l'avais rencontré pour justement compter les éléments enfants ou antécédents. Et du coup, parfois, ça sélectionnait un espace blanc et ça ne marchait pas. Du coup, là, ça me surprend un peu qu'un élément qui est sélectionné par CSS before ne sélectionne pas l'espace blanc en question. Là, en fait, le before ici, ça dépend s'il y avait. Il y avait un espace entre ta valise et le before ou il y avait un espace? Non, mais il comptait les espaces. En fait, quand je dis espace, il comptait les transitions entre balises. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une liste, le fait de passer d'une balise à une autre, bah, il compte qu'il n'y a rien. Et ton before étant. Enfin, la balise principale et le before, c'était pas un inline block, justement. Justement, c'était pas un before, c'était du JavaScript. D'accord. C'est un problème différent du coup, Ouais. à la façon dont on compte en JavaScript. Mais là, vu que c'est de toute façon la balise vue qui est sélectionnée, c'est uniquement les éléments listes qui vont être sélectionnés par le sélecteur parce qu'on le précise. Ok, d'accord. En fait, là, si tu veux, il ne crée pas d'éléments HTML en fait. Ton HTML reste le même, et c'est CSS qui rajoute contre ton élément directement contre le contenu supplémentaire. Ok. Et en fait, moi je parle de Pyramid Inline Block parce que la problématique qu'on a, c'est une problématique qu'on retrouve souvent dans le Inline Block quand on définit des blocs justement, comme je l'ai fait avant, ici en fait. C'était dans les médias commerce. Ceux-là sont Inline Block. Le problème, c'est que quand tu définis Inline Block, tu vois ici, un petit espace c'est. Parce qu'on a l'habitude en HTML, c'est un peu assez similaire en fait, on a l'habitude en HTML de faire un code qui est indenté. On va le lever là. Je suis au tout début. Voilà. En fait, le code est dans. Ah, je suis en retard. Je ne peux pas voir ça, je l'ai. Voilà. Alors, le code, habituellement, on a l'habitude de l'inventer. Et donc, ce que j'ai fait ici, avec justement l'indentation qu'on reste de tous les trucs. Sauf que ça, quand on met du inline block, c'est que tous les espaces-là, il va les considérer comme un élément. Et en HTML, quand on met beaucoup d'éléments de tabulation qui suivent, finalement, HTML traite un espace final. Donc, en inline block ici, on les a bien les uns à côté des autres. Mais l'espace qu'on avait dans les trois blocs, c'était pas une marge externe qui était mise en place. En fait, quand on fait du HTML en mettant en place une arborescence, là, ça, on considère ça comme un espace qui existe, ça comme un espace qui existe, et etc. Et là, il y a différents hacks qui existent en général. Moi, ce que j'utilise le plus souvent ici, c'est de mettre en fait des commentaires entre les puces. Ce qui fait que tous les espaces qui seront mis dans l'arborescence seront commentés. Ce qui est une solution qui fonctionne, mais qui est un peu bâtarde et qui, quand on fait du PHP, est un peu emmerdante pour rajouter à chaque fois le début du commentaire et le fermer. Sinon, l'autre solution, c'est de prendre le bloc qui est ici, qui est UL, définir que ce bloc-là a une font size de 0, et définir une nouvelle font size dans les puces. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on n'a plus d'unité relative, on perd les EM. Et c'est là que le REM est extraordinaire, donc ouais, ça lui passe niveau-là. Non, il s'applique pas à ce niveau-là. Mais non, ça s'applique aux parents, et en l'occurrence, les parents va être plus. C'est ça. Donc le problème, ça demande de repasser en pixels dans le temps. Donc ça demande de revérifier à combien était finalement l'élément parent pour calculer par rapport aux œuvres qu'on avait prévu quelle taille ça va effectivement faire. Ce qui est assez chiant. Dans les deux cas, les solutions sont chiantes, mais moi j'ai une préférence pour les puces. Pour les. Alors, je vais faire une pub pour ma boîte de secondes, je suis désolé, mais passer au code directement. En fait, voilà. Quand on va faire un hack, là c'est des liens qui sont en inline block les uns après les autres. Là c'est vraiment les liens, donc en fait ça va mettre un commentaire devant ici, un commentaire fermé. Ce qui fait que si on arrête le commentaire, quand le code va être interprété par un navigateur finalement, et il n'y aura plus d'espace. Voilà. Et l'autre solution quand on fait du PHP, c'est directement d'intégrer aucun espace, mais quand on repasse sur le code derrière, quand on met comme ça, c'est un peu louche. Donc c'est un peu compliqué parfois. Heureusement que Firebug a une arborescence qui se met en place automatiquement.
Donc voilà en fait le principe de l'espace qui est à chaque fois là. Et c'était peut-être lié à ça, à ces créations d'espace parfois qui sont un peu chiantes sur des displays assez particuliers. En tout cas, il y a une solution qui existe qui est ça. Et l'autre étant de faire du fond zéro. Mais si vous travaillez en pixels, c'est très bien. Si vous travaillez en EM, vous serez dans la merde. Parce qu'il faudra régulièrement devoir recalculer vos EM. Et le inline block, de plus en plus, enfin moi j'utilise quand même de manière extrêmement fréquente. Ok. D'autres questions? Je sais pas. Il y a des choses sectaires. Oui, donc comme je disais, la seule chose à faire gaffe ici, c'est que le texte n'est pas accessible. Donc, il ne fait ni partie de la sémantique. Donc, si un moteur vient, il n'y aura pas accès et il n'est pas accessible. Donc, ça marche pour des contenus additionnels. Et c'est intéressant dans la logique qu'on sépare le contenu de la forme. Et parfois, effectivement, on a des éléments qui se rajoutent, comme des icônes pour dire par exemple que c'est une target blank, pour dire que ça part dans une nouvelle fenêtre. Bah, ici, on peut intégrer une icône par rapport à ça. C'est par exemple le cas. Par exemple, le petit symbole ici, il est ajouté en. En fait, il est tout petit, ça doit être très mal. En fait, c'est un carré avec une flèche qui part. Donc, pour dire justement que ça va dans une nouvelle fenêtre. C'est rajouté directement en after. Et le dernier que je voulais vous montrer, qui est selected. Ah oui, pardon. J'ai un gros blanc. Qui permet en fait de pouvoir définir une couleur qui va être attribuée au fond en fait, du surligné que vous allez avoir. Le problème, c'est que c'est vraiment pas accessible, dans le sens où c'est pas interprété par tous les navigateurs. C'est quelque chose où, déjà là, ça fait un des soldes qu'on voit depuis avant, où j'ai été obligé de mettre en place un préfixe navigateur. Et ensuite, faire attention parce que normalement, la couleur du surligné, c'est une couleur qui est définie par la personne dans son ordinateur. Donc quand elle va surligner quelque chose, elle va avoir l'habitude d'avoir sa couleur de surlignement. Et ça peut être déstabilisant d'avoir d'un coup du vert, on va pourquoi, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc il faut faire attention par rapport à ça. En termes d'accessibilité, c'est pas une très bonne pratique. Mais ça existe. Par contre, il faut faire attention à utiliser des préfixes navigateurs. Ok. Des questions par rapport à ça? Niveau couleur et transparence. Alors, l'intérêt de CSS, en fait, c'est d'avoir mis en place, en plus de la section des couleurs qu'on a l'habitude de l'avoir. Donc en hexadécimal et avec. Soit en hexadécimal, soit avec simplement une déclaration RGB, on peut avoir une indication de la transparence. Aujourd'hui, on a une déclaration supplémentaire qui permet. En fait, les deux premiers blocs et les deux derniers, c'est la même couleur, mais avec un indice de transparence en plus. C'est ce qu'on voit ici. Donc, ou d'abord on définit comme on a l'habitude de le faire en RGB ou en HSL la couleur en question. Et si on met RGBA ou HSLA, en fait, on peut introduire un quatrième argument qui va être l'opacité de l'élément. Voilà, l'élément de transparence, la transparence alpha de l'élément en question. C'est un chiffre qui va entre 0, à savoir c'est totalement transparent, jusqu'à 1, à savoir c'est totalement opaque. Ça ne marche pas sous la forme de pourcentage. On va longuement essayer avec la tête au début pendant pas mal de temps. Donc il faut vraiment le mettre impérativement sur la forme de 0 à 1. Par exemple, pour du 50%, on est à 0,5. J'ai l'habitude de mettre sur la forme sur la forme minimale, donc si on met les 0 après le virgule, mais vous mettez 0,5, ça marche très bien. La différence entre RGB et HSL, c'est en fait le mode de sélection de la couleur. HSL, c'est teinte de saturation lumière. On définit d'abord la teinte de couleur, la saturation qu'on va lui appliquer, et la lumière. Donc, est-ce que ça va être rouge, etc. machin. Puis, est-ce qu'on va la prendre plus ou moins fondée et plus ou moins lumineuse. Enfin, plus ou moins saturée, plus ou moins lumineuse. On a l'habitude généralement d'utiliser RGB. J'utilise principalement RGB. Pourtant, le plus fantastique des deux, c'est HSL. Je pense que c'est l'outil le plus formidable, enfin le plus intéressant, le plus fantastique qu'on a aujourd'hui en matière de gestion de couleurs,
Le problème, c'est que exporter des codes couleurs en HSL, je vous souhaite du bon courage, et n'utilisez pas Photoshop, parce qu'en fait la correspondance HSL-Photoshop et HSL-CSS n'est pas la même. Donc faites bien attention à ça, si vous travaillez sur des maquettes Photoshop, les données HSL ne sont pas du tout les mêmes. Si je parlais d'un élément formidable pour HSL, c'est qu'en fait, on peut vraiment jouer sur les nuances de couleurs. C'est-à-dire que, vu qu'on définit une teinte principalement, on travaille vraiment après sur la saturation de l'élément et sur sa lumière. Donc on est vraiment dans la logique, notamment par rapport à la lumière, d'avoir une logique de camaïne en fait. Enfin, de la même couleur en fait, plus ou moins transparente, enfin plus ou moins lumineuse de la variante de base à la variante finale. On va travailler facilement sur les couleurs et de ne pas forcément avoir des codes RGB totalement différents les uns des autres, alors finalement ils sont la même nuance de couleur. C'est pour ça qu'en termes de lecture du code, de simplicité ou de design, c'est intéressant, mais c'est juste que c'est pas compatible avec les outils Adobe. C'est vrai qu'en général, les maquettes on reçoit en Adobe et Photoshop n'a pas le même moteur. Là, on est sur de la transparence de background. On n'agit pas du tout sur le contenu du background, enfin du bloc. On agit uniquement sur son fond. On a un autre élément qui existe, qui est opacity, qui lui va permettre d'agir sur l'ensemble du bloc. Le problème, alors c'est intéressant et encore le problème, c'est que c'est une des solutions pour faire des fonds, en fait, des arrière-plans images avec de la transparence. Vous voyez, c'est une des solutions qui existe les plus simples. Le problème, c'est que tout le contenu du bloc va être transparent, ainsi que tous les enfants du bloc. C'est-à-dire que la transparence est appliquée non seulement au bloc aussi au contenu, mais si on avait une liste encore dedans ou des autres diffs qui vont s'imbriquer, l'opacité, enfin la transparence, va s'appliquer à l'ensemble des enfants qui vont en détendre. C'est là la problématique de ce bloc. Donc ici, j'ai simplement mis 3 paragraphes, et chacun avec une opacité différente pour vous montrer en fait le principe de fonctionnement du bidule. Le premier, donc c'est le bloc de base. Le deuxième est celui avec une opacity, qui en fait montre bien que ce soit la bordure, que ce soit le padding, le contenu, tout est mis en transparence par rapport au grid fond. Le deuxième, on est sur une opacité, voilà, il est totalement opaque, mais on met une transparence du fond. Donc là, on voit que ceci est mon contenu, l'écriture, finalement, c'est le même gris que celui qui est tout en haut. Donc ça n'a pas agi sur le contenu, ça a simplement agi sur le fond. Et l'année, c'est pour montrer qu'un background peut être simplement transparent. On n'est pas obligé de mettre une couleur de fond. Et à ce moment-là, on récupère le background qui est précédent juste au-dessus. Alors pour rester dans les backgrounds, aujourd'hui dans le CSS3, une nouveauté assez intéressante qui a été introduite, qui est la possibilité de pouvoir multiplier les backgrounds. En fait, aujourd'hui on peut superposer des images entre elles, justement, sur un même background. Là où avant, un background était unique, si on mettait une image, avec l'image sur la finale, c'est des superpositions, il fallait les faire avant et intégrer l'image dans le code du site. Aujourd'hui, on peut, sans forcément plus de déclarations, mais avec finalement un background ici, mettre en place plusieurs contenus de background. Il suffit de mettre en place à la tête de développement de virgule et dans les déclarations. Alors moi, pour la visibilité du code, vous avez mis sur 2 lignes, faire une déclaration d'une seule ligne, ça pose aucun problème. Alors c'est la remarque que je faisais avec Pierre avant de commencer, mais moi je suis adepte, vous voyez ici, mais des formes globales, je ne sais plus quel est le nom, c'est un nom, les formes de tout dedans, mais en fait j'ai horreur de diviser en background URL, background size, background position, etc. Donc c'est vrai que je fais en général une déclaration unique pour l'ensemble du background et je fais juste un ajout parce qu'il n'est pas intégré dedans. Ce qui explique pourquoi ici en fait on a le background avec l'URL, directement le positionnement. Ici je le veux au centre de l'ensemble du bloc, si jamais il dépasse, et le fait qu'on ne se répète pas. Souvent le bloc a une image, n'a pas vocation à se répéter. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus l'URL va être proche de la déclaration, donc des 2 points initiaux, plus ça va être en haut dans la hiérarchie des différents backgrounds. Donc on commence toujours par celui qui est devant, et on va de plus en plus en profondeur.
Donc ici, c'est le symbole de Strasbourg, au-dessus de la salle dans laquelle on est, dans laquelle il y a un atelier qui était Wikipédia pour les temps du fond. Et on peut modifier n'importe quelle déclaration background, en fait, dans ce système. Par exemple, dans le système unifié, on n'a pas la déclaration de la taille du background. Donc on peut ici mettre en place pour les deux éléments, en fait, les deux tailles. L'image va être à 5%, vert et bleu, alors que le logo, lui, qui est une taille beaucoup plus grande, il se retrouve à 25%. Il faut juste respecter l'ordre de déclaration. Donc toujours du plus proche de l'utilisateur vers le plus reculé. Après, le réplica, c'est par rapport au bloc. Il y a des exemples en fait qui sont assez marrants parce que vu qu'on peut gérer, on peut faire des images qui ont de la transparence avec des PNG qui ont un fond transparent, on peut superposer des images. Par exemple, l'image de la météo avec un ciel, enfin avec un soleil, des nuages et de la pluie. En fait, ça peut être trois images différentes, on superpose les unes par rapport aux autres. Donc d'abord, on déclare le nuage, parce qu'il va passer devant le soleil. Après, on déclare le soleil, et à la fin, la pluie, en sorte que la pluie ne va jamais devant le soleil. Voilà. Donc on peut les déclarer avec chacun leur transparence l'un après l'autre. Et donc on va avoir une image unique en background, à la base, avec trois images différentes. Donc c'est là où ça va être intéressant de jouer avec la transparence des éléments. Ici, en fait, on va mettre un PNG avec la transparence autour, on n'a pas le bloc blanc qu'on a pu avoir autour d'un JPG, par exemple. Et j'ai jamais été corporate pour une fois chez Strasbourg. Donc voilà. Dans la suite des backgrounds, il y a la problématique en fait, du box sizing, qui est quand on a un bloc, c'est ce que je disais avant, on n'a pas toujours, en fait, selon le navigateur, on ne comprend pas la même chose. La problématique ici, c'est définir une méthode de points. Donc, on arrive là, et on a défini, par exemple, un bloc avec une largeur de 100 pixels. Les navigateurs qui comprendront que la largeur 100 pixels, c'est le contenu, ici en rouge, et l'autre qui comprendront c'est le contenu plus la marge intérieure qui est ici. Les barres à chaque fois font 100 pixels pour vous ayez une idée de ce à quoi ça correspond. Donc pour unifier tout ça, en fait, il y a une déclaration qui existe maintenant, qui est justement box sizing, et qui a changé de nom parce qu'à la base elle s'appelait pas du tout comme ça, mais elle s'appelait background clip, je crois, ou un truc comme ça, non. Elle avait un autre nom à la base, box sizing par contre. Enfin, je sais plus, mais elle avait un autre nom à la base, donc on va voir sur un autre truc là. Les background clip, tout simplement, c'est comment fixer le background par rapport au fixe de l'écran. Oui, effectivement. Il y a trois possibilités à box sizing. La première, c'est la content box. Donc c'est, quand on va définir la largeur, elle va correspondre exactement à la largeur du contenu. Donc ici, quand on définit 200 pixels pour le bloc, c'est le contenu qui aura 200 pixels. Quand on définit en border box, finalement c'est le contenu, plus les marges intérieures, plus les bordures qui devront faire 200 pixels. Et enfin, le padding box, ça va être les marges intérieures plus le contenu qui feront 200 pixels. Le border box est très intéressant quand on fait de l'inden block. Inline block, à partir du moment où on va supprimer l'espace qui fait chier entre les deux blocs, finalement, si on veut que ça fasse trois colonnes parfaitement égales qui font la taille de la fenêtre, donc 33, 33, 33, le problème, c'est que sur un navigateur, on va être parfaitement dans la taille de la fenêtre. Dans d'autres navigateurs, on avait la problématique d'avoir, on va voir pourquoi, d'un coup, à cause de la bordure, d'un pixel de bordure, le troisième élément qui se barre sous la ligne en dessous. Parce qu'en fait, il était décalé par rapport à l'ensemble de la ligne. Si on définit que les 200 pixels, c'est la border box, enfin, en termes de box sizing, c'est border box, à ce moment-là, on sait que quel que soit le navigateur, s'il reconnaît le box sizing, ça ne dépassera pas 200 pixels et on sait qu'on pourra les positionner l'un à côté de l'autre, 200, 200, 200 dans un bloc de 600. On sait que quel que soit le navigateur, il n'y en a pas un qui va réfléchir en disant la bordure d'un pixel va rajouter 200 pixels et pas l'autre. Ça permet d'avoir une unification en fait, des différentes largeurs de box, enfin de blocs entre les différents navigateurs. Donc ça prend la forme qui est ici. Alors, c'est pas encore très bien reconnu par tous. Donc il faut mettre des préfixes navigateurs. Opera en général aujourd'hui il n'y en a plus besoin, sauf une. J'ai trouvé une exception sur laquelle il faut garder de l'Opera.
On y verra après. Mais sinon, Moz, Kit et Nox. Saisie, tout. Voilà. Des questions? Des remarques? Donc pour continuer, les bordures. Les bordures où on peut en faire ce qu'on veut avec des bordures. La première des nouvelles, ça a été, ça a tenu depuis très longtemps, pour arrêter l'image, c'était les bordures arrondies. Donc il y a différents modes qui existent aux bordures arrondies, j'essaie de montrer là. Le premier qui est basique, on définit un border radius qui va être de 1 EM, par exemple. Et donc, là, simplement calculer sur le test 1, 1 EM, comment ça fait, et on place le border radius. Mozilla n'a pas besoin de préfixe, WebKit, je suis plus sûr. Et donc, ça me fait penser à un truc que je voulais vous présenter. Quand on est plus sûr de savoir c'est quoi un préfixe ou pas, si vous êtes sûr, par exemple, si on travaille sur un projet auquel le mec veut absolument qu'il y ait IE6 qui soit géré, on a un site magnifique qui existe, qui s'appelle Canalius. Voilà, dans lequel on va chercher border radius. Il y a déjà le placeholder. Voilà, et donc on va pouvoir voir que finalement on n'a plus besoin de préfixe, sauf sur des iOS 3.2 et Android 2.1, ce qui doit correspondre à quasiment rien. Voilà. C'est du marché global 0,02%. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, vous pouvez voir en fait s'il faut des préfixes ou pas. Quand il faut des préfixes, ils sont indiqués en fait, par le préfixe demandé. Avant on était sur du box sizing. Avec box sizing, on a encore besoin de WebKit mobile. Plus ça paraît normal, mais on en a encore besoin pour toutes les versions Firefox. Voilà. C'est vraiment module dépendant. C'est-à-dire qu'il y a plein de modules pour lesquels on n'aura plus besoin de buzz, d'autres on en aura besoin, pareil pour WebKit, etc. C'est vraiment module dépendant, ça dépend de comment ils sont considérés comme étant standard par le navigateur. On peut jouer avec les bordures, donc on n'est pas obligé de faire simplement un petit bord arrondi. Là j'ai eu plein de tests. Alors, le deuxième c'était vraiment le principe de mettre un groove, parce que c'est très moche, je n'utiliserai jamais dans un projet web, mais j'adore le principe. Donc du groove, donc avec la division en deux du tracé. Ce que je trouve le plus intéressant, en fait, c'est le troisième qui est ici, où en fait on définit deux valeurs pour le border radius, d'où le slash qui est ici. La première valeur, c'est le 13 EM. Le 13 EM correspond à la valeur extérieure. Le slash, c'est qu'on va définir une nouvelle variable en fait, de border radius qui va être la variable de la bordure interne. Et c'est pour ça qu'on arrive finalement, donc là on ne le voit pas trop, mais c'est aussi un peu arrondi, mais à deux types d'arrondis différents dans une même bordure. Donc on a à la fois le côté très arrondi du 13 EM et le moins arrondi du 13 EM. Donc ça va acheter de l'analytique. Après, on n'est pas obligé de déclarer, comme dit, le même EM pour les quatre côtés. On peut déclarer, comme c'est ici, sur le 4, deux éléments qui sont plus arrondis que d'autres, plus serrés que d'autres, etc., etc. On peut définir qu'ils ne sont pas du tout déclarés. Il faut juste comprendre que c'est pas comme des marges. Les marges, c'est haut, droite, à gauche. Ici, ça part de ce point-là. Celui-là, ça part de celui-là. Et ça fait le tour. Genre ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là. Quand on déclare deux, ces deux-là c'est les mêmes, ces deux-là c'est les mêmes. Voilà. C'est cool, non? Parce que les webinaires, ça fait 5 ans qu'ils s'arrachent les cheveux, plus de 5 ans qu'ils s'arrachaient les cheveux à des bordures arrondies en faisant des images, donc ça a sauvé la vie de beaucoup de. En tout cas, ça a sauvé les nerfs, je pense, de beaucoup de. Moi, j'ai l'habitude de travailler en EM, en fait, c'est pour ça que vous voyez depuis avant des EM partout. Ça marche avec des pixels, on veut vraiment une taille vraiment définie d'arrondi, et ça marche en bon pourcentage. Donc c'est le pourcentage du global. Donc si on avait un div carré, on aurait un rond parfait. Ici, finalement, on a un div carré, donc on a l'ellipse qui correspond aux 50%, avec aucun élément droit sur la bordure.
Voilà. Ce truc a sauvé les nerfs, effectivement, de beaucoup. Et l'autre élément qui a été créé en même temps, ce sont les bordures en image. Donc là, j'ai repris l'exemple du V3C. Mais j'avoue que mon graphique, c'est pas envie de faire mieux. Une image de base définie. Une image qui est découpable en 9 tranches, enfin en 9 zones. Donc finalement, on a 3 tranches horizontales, 3 tranches verticales. Ici. Ces tranches doivent avoir normalement la même taille. Et on va définir, elles vont être utilisées justement pour être dupliquées sur toute la longueur. Donc, de base, on va faire appel à border image. Il va mettre en place les tranches des extrémités, finalement aux extrémités, et les tranches intermédiaires, c'est l'élément qui est ici, qui va être dupliqué. Et donc, on a une déclaration qui se fait aussi avec le préfixe navigateur. Donc, on définit l'URL de l'image en question. La taille, qui n'est pas la taille de l'image initiale, mais qui est la taille qu'elle va avoir en termes de bordure. Non, pardon, qui est la taille de l'image initiale, mais pas de l'image, pas du petit bloc là, mais bien de l'image globale, pour savoir comment il va être compétent. Et ici, on va avoir la bordure avec la taille qui a été définie. Et là, j'ai un envoyé l'esprit moi. Voilà, c'est ça. Ici, on va définir en fait la taille de la bordure qui va se trouver là. Donc ici, on a défini 15 pixels, ce qui fait que l'image qui va être récupérée là, en fait, donc la tranche par exemple supérieure, qui va se trouver ici, fera 15 pixels exactement. Solid black, parce que en l'occurrence ici, on ne veut pas qu'elle soit achetée, on ne veut pas qu'elle soit tirée ou autre. On veut que l'image soit présente uniformément du début à la fin. Parce que finalement, ce qu'on a fait une image, c'est là pour sachez pour que le navigateur la découpe tous les 3 cm. Donc solide. Et black, c'est au cas où ce n'est pas supporté, on puisse avoir quand même une bordure qui apparaît. Ici, si jamais l'image n'est pas supportée, elle sera en noir. À partir de là, on va définir l'image en question. On va définir l'URL. L'URL en question étant l'URL qui envoie cette image-là. Ici, on va définir 27. Comme je disais, par contre, les tranches doivent être toujours au même emplacement. C'est-à-dire que là, on va définir finalement à combien de pixels de l'image il va quitter. L'image là, finalement, fait 3 x 27. On n'a pas fait quelque chose, mais elle fait 3 x 27. Ici, on va dire qu'à 27 pixels, il va mettre les tranches. Tous les 27 pixels, il va mettre une tranche. Ça correspond à cette tranche-là, cette tranche-là, cette tranche-là et cette tranche-là. Ce qui arrive, ce qui fait qu'on va faire 9 zones, et que dans ce découpage-là, il récupère la première zone qui reste dans un point, etc. Le repeat ici, qui est caché, en fait, ça définit si, dans la ligne ici, on va répéter le caractère. Ici, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il soit répété. Ou alors si il va être étiré jusqu'à la bout des choses de la ligne. Donc ça dépend après du motif qui a été choisi. Après, ça dépend du design. Mais on n'est pas obligé d'avoir forcément une répétition du caractère. On peut juste avoir un étirement du caractère. Et le fil, c'est pour remplir, en fait, en l'occurrence, les différents blocs. Le défaut de ce truc, parce qu'il y a quand même un très gros défaut, c'est que quand il est mal paramétré, si le bloc finalement faisait, on va dire, 7 pixels de moins, s'il était mal paramétré, on aurait vu que le dessin qui était coupé en moins. Parce qu'effectivement, et c'est là où c'est avec justement le fil, il va essayer de remplir les espaces et de ne pas avoir forcément de continuité pour ne pas avoir un dessin qui soit découpé pour le dernier dessin de la colonne ou le dernier dessin de la ligne. C'est clair. C'est le moment embrouille, hein. Même moi je me suis dit que ça m'embrouillait moi-même au début, donc c'est le moment un peu embrouille des déclarations. Et c'est extrêmement pratique. Il y a des générateurs qui le font très bien pour justement avoir le code, et surtout avoir le code avec tous les préfixes navigateurs, sans casser la tête à l'interface. Voilà. Déclarer toujours une bordure, comme je l'ai mis avec le black, au cas où ce n'est pas géré par le navigateur. Oui. Et donc, ça me fait venir, j'en profite, comme je vous ai montré avant quelques début, il y a différents sites qui existent comme le Mozilla Developer Network, où vous avez la présentation de toutes ces déclarations CSS, avec l'ensemble des choses qu'on peut y mettre.
Donc, avec l'extension de la syntaxe et maintenant, et la compatibilité. C'est un outil que en plus, qui analyse pour la compatibilité, et qui aide pour accéder justement aux différents éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Et pour chaque élément, mettre en avant les. Tirer ça encore mieux. Mettre en avant, savoir quels sont les arguments. Par exemple, pour repeat, moi j'ai mis repeat justement pour les petits pavés, j'ai pu mettre stretch. À ce moment-là, le petit élément était récupéré, le grand aurait été étiré jusqu'au bout. Et donc ici on peut retrouver le fait que on peut avoir round, repeat, stretch, avec à chaque fois le type d'élément qu'on peut avoir comme ça. Donc voilà, c'est des outils qui sont aussi à garder systématiquement sur la main, parce que ça permet de pouvoir avoir sous la main en fait tous les attributs, mais qui ne sont pas forcément souvent, qui sont possibles en CSS. Les ombrages, autre invention que je trouve extraordinaire. J'adore CSS, je trouve extraordinaire. Les ombrages en fait qui permettent de pouvoir mettre en place, comme le nom l'indique, des ombres. Alors, des ombres sur le contenu ou des ombres sur le texte. Le premier qui vous montre, c'est des ombres sur le contenu, qui sont des ombres qui peuvent être des ombres portées ou des ombres internes. C'est la même déclaration pour les deux. C'est-à-dire que c'est les mêmes chiffres qu'on va mettre les uns après les autres, sauf que pour l'ombre qui va être à l'intérieur de l'objet, on rajoute inset, comme on peut le voir sur le 3D ici. Là, on a exactement la même ombre, mais avec un inset en plus qui fait la différence. Les deux premiers chiffres ici, en fait, ça va être le décalage de l'ombre par rapport à l'objet. Donc vous prenez un axe X, un axe Y, et vous décalez 2 pixels ou 2 M par rapport à l'objet. On voit sur le deuxième, où on a décalé de 3 pixels vers là, de 3 pixels vers là, de rouge. Pareil, on va décaler de moins 1 EM par là et de 0 vers le haut, vers le bas. Oui, c'est ça. De moins 1 EM et de 0. Mais là, l'ombre, on voit qu'elle est nickel. Il n'y a pas de diffusion de la couleur. Parce qu'en fait, on a défini directement la couleur sans définir une indication chiffrée à côté. Si on définit, en plus de la position, une indication chiffrée en EM, en pixels, en pourcentage que vous voulez, ça va mettre en place une diffusion sur la longueur sélectionnée. Si on est mis, par exemple, sur la 10 pixels, on voit très mal sur le projecteur, mais en fait, là, sur 10 pixels, il y a une shadow derrière, grise, gris clair, qui s'étend. Donc ça, c'est pour les ombres portées. On peut mettre différentes ombres sur un élément. Donc comme pour les backgrounds, on met en place avec des virgules différentes instructions. Ici, une ombre et une deuxième. Donc elles peuvent être interne portée et elles peuvent être totalement décalées par rapport au contenu. Comme ça va être le cas ici, on peut vraiment jouer sur la position qu'elle va avoir. Le texte, c'est pareil. On va avoir une ombre portée par un texte. On a exactement le même type de déclaration. Donc par exemple, le premier, on la décale de 1 pixel vers la droite et de 1 pixel vers le haut. Vers le bas, pardon, c'est ce qu'on a ici. Et elle se diffuse sur 2 pixels. Et c'est du noir, en l'occurrence, on voit bien qu'elle est beaucoup plus foncée que celle qui est derrière là-dessus. Même déclaration en dessous, avec du black, mais si vraiment en dessous, sans décalage, et beaucoup plus diffuse, on arrive sur le décalage. Et là où ça devient intéressant, c'est sur le test 4 et le test 5, vu qu'on peut multiplier les textes shadows, on peut créer en fait des répétitions d'éléments. Donc ici, par exemple, sur le test 5, je vais juste afficher en entier le texte shadow. Le texte shadow là, donc on a mis la même ombre, donc orange, sans diffusion. Donc c'est juste le même texte qui va être produit avec un décalage avec 3 décalages de 2 pixels. Donc ça se met là, tous les 2 pixels, il y a un test qui est mis en place. Et pareil, c'est pas du tout accessible. On va aller test 4, là-dessous. Pareil, test 4, c'est le même principe, on a pris l'ombre, et en fait on a répété, comme un tampon, le texte avec un décalage en fait, à chaque fois de quelques pixels. Voilà, donc l'intérêt des ombres, en fait, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin
que le simple création d'entrée. On va vraiment partir sur la logique du tampon, on va partir sur la logique en fait, d'avoir des choses plus travaillées en vis-à-vis. C'est très moche, hein, j'en conçois, enfin je le conçois vraiment, mais ça permet de montrer un peu en fait qu'on peut aller beaucoup plus loin que simplement mettre, comme sur le test 1, une nombre qui dépasse des éléments. Mais enfin, je trouve que le test simple, j'aime bien le petit nom. Par exemple, on aurait pu mettre à ce moment-là, orange est de plus en plus diffus. Voilà. Et dans les éléments intéressants au CSS3 de scène, il y a les colonnes. Alors les colonnes qui sont gérées directement par le navigateur, on va pouvoir faire des name blocks les uns à côté des autres, et avec un passage automatique, notamment un sentiment de données, du contenu d'une colonne à l'autre. Ici, alors ça demande des déclarations un peu longues. Ça demande en fait 3 déclarations, mais qui doivent avoir des préfixes navigateurs, ce qui explique la mapping. Et en fait, on va définir les règles relatives à la colonne. Donc ici, on met une colonne. Non, ça c'est la barre. Donc ici, on a 3 colonnes. Colonne rose, c'est le trait, en fait, le petit trait que vous voyez ici entre les colonnes. Donc, quoi, je vais en mettre. On a les mêmes déclarations pour une bordure. Taille de la bordure, type de bordure et couleur de la bordure. Et le gap qui va être l'espace entre les 2 colonnes. Donc là, on est sur quelque chose de fixe, donc pas très intéressant. Mais finalement, et c'est là on va aller sur ici, je vais expliquer ça. Voilà. Je vais passer je vais juste faire un div. Pareil, là, si on sélectionne le contenu, on sélectionne notre colonne. C'est vraiment une sélection dans l'ordre demandé par le navigateur, qui ne serait pas forcément le cas si on avait trafiqué le bookson. Voilà. Et maintenant, j'aimerais. Ah oui, c'est sur un. Et donc là, ça va me cacher le morceau. Et là, ça doit marcher. Et là. Et donc, c'est là où on apprécie particulièrement ça, magnifique truc. Il y a un outil qui permet de les calculer automatiquement. Fluide sur un écrit, c'est ça. Je suis assez. Normalement, on se passe. Oui, ouais. Voilà, on a une mise à jour, en fait, selon un tel navigateur, des différentes colonnes, où le texte passe en toute fluidité d'une colonne à une autre. Et si on voit qu'il y a un décalage, ce qui n'est pas le cas ici, c'est magnifique, mais s'il y avait un décalage flagrant entre 2 colonnes, on a des outils qui permettent justement de demander à CSS d'équilibrer les colonnes les unes des autres. Ce qui en soi assez intéressant, je pense, pour éviter d'avoir une colonne minuscule à côté de 2 autres, notamment quand on définit une hauteur particulière. Ça, je vais ici justement avec la hauteur. Je sais pas si ça correspond à la hauteur. Voilà, donc là c'est le cas ici, où de base justement, il met en place un équilibre justement entre 2 colonnes pour essayer d'avoir quelque chose d'agréable en fait, et que ce soit pas extrêmement long. Et on peut le faire sauter avec l'ensemble des différentes sélecteurs de colonnes. Et en l'occurrence c'est fill, qui est juste la logique.
Si vous voulez essayer, hein, vous pouvez le faire en même temps. Il suffit d'aller sur un sandbox en face CSS. Donc jsfiddle.net qui avec le JavaScript le fait relativement mieux que CSS Deck. Donc après on a pour les animations CSS Deck qui ne fonctionnait pas du tout. C'est bizarre. Donc ça c'est la situation actuelle logiquement. C'est ça. Et c'est non, c'est pas. Voilà. Où effectivement là il remplit la colonne sur la hauteur qui était définie, comme elle a été définie. Et les trois colonnes ne servent pas à grand chose parce que justement ici, elles ont le mérite de servir strictement à rien. Voilà. Donc, c'est intéressant quand même, je trouve les colonnes en fait, pour pouvoir justement aller sur du contenu, notamment dans Responsive, où quand on essaie d'avoir la logique des 85 caractères par ligne, qui est la logique de lecture la plus agréable qui soit pour l'œil, peut-être qu'elle soit trop longue ou trop courte, ça permet ici, si on sait, si on fait de la façon utilisée, combien de M ça fait à peu près 85 caractères, on peut définir par exemple si ça fait plus de 4, si la largeur permet d'avoir plus de 85 caractères par ligne, pour mettre en place des colonnes, pour arriver par exemple à 60 caractères par ligne, dans quelque chose de plus agréable. C'est vrai que ça va être assez intéressant de plus réfléchir en termes de largeur du navigateur pur, en termes de largeur du contenu, et comme Search Magazine l'a fait, d'adapter à ce moment-là justement ce qui est affiché. Et donc ici, sur des longs contenus, pouvoir créer plusieurs colonnes, par exemple sur un paragraphe, plutôt qu'un truc très long. Si on a la place, on peut le faire. Voilà, ce qui m'amène à mon animation en dernier élément, qui sont les webfonts, qui est mis un apport assez intéressant, qui permet de pouvoir en fait déclarer des typos propres au site web, qui ne seront pas installés sur le navigateur, enfin sur l'ordinateur de personne, mais qui permettront à la personne de pouvoir les utiliser pendant son accès au site. Alors, je ne me suis pas foulé, j'ai créé une Google Font, plutôt que la mettre sur un serveur. Alors, Google Font le fait automatiquement pour vous en vous mettant en place un fichier CSS dans lequel le font face est déjà réalisé. Donc, le font face, c'est ce qui va déclarer en fait la police d'écriture sur l'ordinateur de la personne. Donc ici, on crée une font face où on va définir tous les éléments finalement que que l'attribut font va avoir. Donc le nom avec font family, le style, l'épaisseur des caractères et la différence qui va être la source. Ici, j'ai plusieurs sources comme on peut le voir. Donc de local. Donc local pour chercher si la personne n'a pas sur l'ordinateur déjà présente, pour éviter de télécharger le web. Avec deux noms possibles, parce que c'est Google, forcément c'est pas un plus grand nom. Et après, l'URL vers la source. Alors on peut être différentes URL. L'idée c'est que chaque URL, définie ici, sera mis avec un format à côté. Dans la même déclaration, donc on ne met pas de virgule rien, on met l'URL et format à côté, on va déclarer le format du fichier en question. Il y a différents formats qui existent pour les web fonts. Dont celui-là ou TTF pour les deux plus utilisés sur le web. Le problème, c'est que aucun des deux n'est utilisé par tous les navigateurs. D'où l'idée d'en déclarer plusieurs, d'avoir dans son serveur en général tous les formats disponibles pour pouvoir tous les déclarer. Et de toute façon, CSS va lire le premier. Si le format du premier est lisible dans le navigateur, il va l'installer directement et il ne suffira pas des autres, et vice versa jusqu'à qu'il y en ait un qui soit compatible avec le navigateur. Donc vous pouvez mettre 4 sources, ça ne pose aucun problème. Et à partir de là, on peut l'utiliser comme n'importe quelle fonte. Donc on déclare une fonte, avec ma forme dans la Tracy, donc de 20 pixels, avec un interligne de 1,5 EM. Le nom d'un type en question. On aurait pu ne pas mettre les guillemets parce qu'il n'y a pas d'espace, vous savez, généralement la convention fait les guillemets, et en général, soit on met une typo de remplacement, par exemple là j'aurais pu mettre une cursive du comic 100, pour essayer de voir ce que ça fait, ou simplement après mettre toujours une générale qui est serif, sans serif, ou cursive pour les polices un peu manuel. Et donc ça donne ça. Et ça donne cette typo qui a l'intérêt, comme dit, par rapport à ce qui était fait il y a encore 4-5 ans,
d'éviter de devoir générer une image en PHP, avec une librairie PHP, dans laquelle on met la typo particulière, et qui génère une image de PNG qui va être indiquée comme titre. Là, on a vraiment quelque chose qui est compréhensible. C'est détaché du HTML, donc si un robot vient, il n'a pas besoin de pouvoir connaître la typo pour lire le contenu. Et pour ceux qui pourront utiliser la fonte, on a quelque chose qui permet d'être le plus adapté possible finalement à la charte graphique pour le site. Google Fonts, c'est très bien. Ça marche très bien. Moi, j'ai un problème majeur avec Google Fonts, c'est que vous ne disposez pas des fichiers sur votre serveur. Donc, si vous en avez l'occasion, téléchargez-les, mettez-les sur votre serveur. Vous n'aurez pas les mises à jour, si jamais on a. Mais si demain Google décide de retirer la typo de son service, vous avez toujours la typo. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a ce côté-là qui est quand même extrêmement intéressant, qui est de ne pas perdre les données que vous pourriez avoir. Donc, voilà. Le seul défaut, c'est que c'est lourd. Tant que c'est sur le serveur Google, c'est pas votre bonne personne qui prend. Là, si vous mettez sur votre serveur, c'est votre bonne personne qui prend. Ça va être assez lourd. Aussi bien en bande passante qu'en temps de chargement en général, évitez d'avoir trop de typos. Essayez d'avoir le minimum de typos nécessaires sur votre site pour les besoins. N'en mettez pas, que vous avez utilisé une fois et finalement vous n'utilisez plus. Et dans les typos en question, ne prenez pas la typo large et globale que vous pouvez avoir sur l'ordinateur. Faites une sélection avec les caractères dont vous avez vraiment besoin. Par exemple, c'est la différence sur Google entre le latin et le latin extended. Au final, peu de gens ont besoin du extended. Peu de gens ont besoin des caractères spéciaux, des ligatures, etc. sur le web. Donc prenez la version normale. Ça sera moins chargé. Et sur un mobile, ça peut faire la différence en temps de chargement. Après, vous pouvez développer une logique d'adaptive au design. Donc vous acceptez d'avoir une typo d'abord qui va être pas la typo adaptée par exemple du Helvetica à la place, je sais pas, du police EXO. Et finalement, donc EXO c'est pas la typo que j'utilise en fait sur les slides. Donc on a très bien pu mettre de Helvetica, c'est une police qui est fine, donc c'est arrondi mais qui aurait pu fonctionner. D'avoir au chargement, tant que les webfonts ne sont pas chargés, d'avoir uniquement les webfonts une fois qu'elles sont chargées chez la personne. Voilà. Et le problème de CSS3, c'est que CSS3 va avec HTML5 et que HTML5 n'est pas encore compris par tous les Internet Explorer. Donc, on a des resets CSS qui permettent à la fois de mettre le style à 0, donc d'éviter qu'il y ait des marges au-dessus des titres H1, qu'ils aient une taille un peu plus importante, etc. d'autres. Et personnellement, je vous conseille celui de Eric Meyer, qui a le mérite d'être simple, de déclarer les balises en HTML. Alors ça ne les déclare pas pour Internet Explorer, c'est-à-dire qu'elles sont toujours pas compréhensibles par Internet Explorer, il faut qu'elles les déclarent en JavaScript pour les plus vieilles versions, mais au moins elles ont un style qui leur sont affectés. Donc elles arrivent en bloc, elles ne sont pas en inline comme elles seraient de base. Donc voilà, et donc, il est assez complet, il est extrêmement compréhensible. Le seul truc, c'est que la version que vous aurez sur Internet n'est pas complète, parce que par exemple, dans HTML 5.1, il y a main qui va arriver, et qu'il faut rajouter de manipuler. Après, vous pouvez l'adapter et en faire finalement un code pour démarrer tous vos projets, dans lequel par exemple, vous pouvez avoir du code de, moi j'appelle ça du code de chantier, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais où par exemple, tous mes liens dans lesquels toutes mes images dans lesquelles j'ai pas mis d'attributs alternatifs, quand je bosse sur la version du chantier, j'ai un gros outline rouge qui apparaît autour. Tous mes liens dans lesquels il y a un href qui est vide, il y a pas un dièse, pareil, j'ai un outline autour, de bordure qui n'est pas une bordure, je ne sais pas comment la définir en français, une sorte de bordure autour qui va s'afficher. D'autres couleurs, voilà, avec des images, etc. Donc vous pouvez aussi pouvoir utiliser ça pour mettre en place des logiques justement de vérification d'attributs, etc. qui existent. Et d'avoir appliqué c'est toujours facile là.